Cette vidéo est complémentaire à la première vidéo, comment améliorer ses relations avec les autres, le livre aux 40 millions d'exemplaires. Je te laisse le lien cliquable en description ou quelque part dans la vidéo. N'hésite pas à aller la checker une fois que tu as fini celle-ci, je suis sûr qu'elle te plaira. En attendant, je te souhaite un bon visionnage. Souhaites-tu rendre harmonieuses, agréables et constructives tes relations professionnelles et personnelles? Si ta réponse à cette question est oui, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Le livre que nous allons étudier aujourd'hui est l'un des livres les plus lus au monde puisqu'il a été vendu à pas moins de 40 millions d'exemplaires, se plaçant devant des monuments tels que 1984 de George Orwell ou encore le journal d'Anne Frank. Il s'intitule Comment se faire des amis et influencer les gens et a été écrit par Dale Carnegie. Nous verrons comment les principes enseignés dans ce livre peuvent faire de toi une personne plus aimée par ta famille, tes collègues, tes amis, peuvent te permettre d'être promu, de faire plus de chiffres ou encore d'être un manager efficace et apprécié. Mais d'abord, tu te demandes peut-être pourquoi Dale Carnegie en serait plus que le commun des mortels sur les relations et sur l'influence. Pour répondre à ta question, laisse-moi te parler de son parcours. Tout d'abord formateur à l'art de l'éloquence ou plus précisément l'art de s'exprimer avec plus de clarté, de puissance et d'aisance aussi bien dans les réunions et entretiens que dans les discours publics, Dale Carnegie se rendit rapidement compte qu'il manquait quelque chose à sa formation. Ce quelque chose, c'était la capacité de rendre agréable, harmonieux et constructif les rapports professionnels et personnels. Il se mit en quête d'un ouvrage qui puisse lui enseigner cette psychologie pratique, mais ne le trouvant pas, il décida de l'écrire. Pour cela, il étudia toutes les œuvres des psychologues modernes et des philosophes classiques qu'il put trouver et interviewa quelques-unes des personnalités les plus influentes de son temps. On peut notamment citer Edison, connu pour avoir inventé entre autres l'ampoule électrique et le cinéma aux côtés des frères Lumière, mais surtout connu pour être l'inventeur le plus prolifique de son temps avec pas moins de 1000 brevets déposés. On peut citer Franklin D. Roosevelt, qui est considéré comme le plus grand président américain du XXe siècle, car c'est à lui que les États-Unis doivent le statut de superpuissance, ou encore Owen D. Young, un économiste président de la General Electric fondée par Edison et qui est considéré comme l'une des premières puissances industrielles mondiales. En rajoutant tout ce qu'il avait appris à son expérience en tant que formateur à l'art de l'éloquence, il enseigna et peaufina durant 15 ans les principes qui sont enseignés dans ce livre. Maintenant que les bases sont posées, voyons les principes. Ce que je te propose pour tirer le meilleur parti de cette vidéo, c'est de prendre un temps de pause après chaque principe et d'y réfléchir. Comment est-ce que tu peux mettre en place ce principe dans ta vie et à quel moment? Ce que je te propose aussi, c'est de revenir voir plusieurs fois cette vidéo ou alors de prendre des notes pour bien mémoriser ces principes qui peuvent, je l'espère, changer ta vie pour le meilleur. Je te souhaite un bon visionnage. La compagnie des téléphones de New York réalisait une étude pour déterminer quel était le mot le plus prononcé au cours des conversations téléphoniques. Et devine quoi, c'était le pronom personnel « je ». En effet, il avait été prononcé plus de 3900 fois au cours de 500 conversations. Et ce n'est pas étonnant. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je te rappelle que le lien est disponible en description. Va la checker une fois que tu as fini cette vidéo, je suis sûr qu'elle te plaira. La plupart des gens ne pensent qu'à eux-mêmes et ce, midi, matin et soir. C'est le cas pour toi aussi. Prends un exemple d'une photo de groupe sur lequel tu apparais. Quelle est la première personne que tu vas regarder? Nous connaissons tous des personnes qui peinent en voulant que l'on s'intéresse à elles, mais ces personnes auraient bien plus de facilité si elles s'oubliaient un petit peu et s'intéressaient sincèrement aux autres. J'ai une question pour toi. Comment te sens-tu quand, après une longue journée de travail, ton chien vient t'accueillir avec excitation sur le pas de ta porte? Plutôt bien, non? Eh bien, en effet, les chiens ont une technique infaillible pour que l'on s'intéresse à eux. Ils nous marquent une affection spontanée et sincère. S'intéresser réellement aux autres peut être aussi simple que de leur porter de petites attentions. C'est d'ailleurs pour cela que le président Theodore Roosevelt était tant aimé de ses domestiques. Son valet de chambre écrivit même un livre intitulé Theodore Roosevelt, le héros de son valet. Il y raconte qu'une fois, sa femme demanda ce qu'était une perdrix. Elle n'en avait jamais vu. Et le président prit le temps de lui en faire la description minutieuse. Il l'appela quelques temps plus tard chez elle, lui précisant qu'une perdrix était juste devant sa fenêtre et que donc si elle voulait bien se pencher, elle la verrait. Rappelons que le valet et sa femme vivaient dans un cottage dans la propriété des Roosevelt et que le président ne manquait jamais, en quittant sa propriété, de les saluer et ce même s'ils étaient hors de vue. Lors d'une visite à la Maison Blanche, alors que le nouveau président Taft et sa femme n'étaient pas présents, le président Roosevelt prit le temps de faire le tour des domestiques, les appelant par leur prénom et leur demandant de leurs nouvelles. L'un des employés qui était présent ce jour-là relata à l'auteur: c'est le seul jour de bonheur que nous ayons eu en 2 ans et il n'est pas l'un d'entre nous qui consentirait à l'échanger contre un billet de $100.
Je te rappelle que 100 $ pour un domestique à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Alors ces attentions peuvent te paraître dérisoires, mais pour te remettre dans le contexte, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme, la plupart des domestiques étaient noirs, c'est d'ailleurs le cas du valet de chambre de Monsieur Roosevelt, et le métier de domestique était le plus bas dans l'échelle sociale, contrairement au métier de président qui était le plus haut. C'est aussi en portant un intérêt sincère au ministre du Trésor sous la présidence de Roosevelt, au procureur général sous la présidence de Taft et à l'ancien président Franklin Delano Roosevelt que l'auteur réussit à les faire venir dans ses séminaires. Il leur écrit simplement une lettre en leur disant sincèrement combien il admirait leurs accomplissements et leur parcours et leur demandant s'ils pouvaient venir partager le secret de leur succès. Tu veux gagner la sympathie des autres? Offre-leur ton intérêt, voire ton admiration sincère. Et peut-être que tes gestes et tes paroles ne seront jamais oubliés, comme ce fut le cas pour l'un des participants aux conférences Carnegie. Il raconte: c'était le jour de Noël, j'avais 10 ans et je me trouvais à l'hôpital suite à une opération. Mon père était décédé et ma mère était obligée de travailler car nous manquions d'argent. Je pleurais seul dans ma chambre. L'une des infirmières m'entendit et resta avec moi jusqu'à 22 h alors qu'elle finissait son service à 16 h. Elle partagea avec moi un excellent repas de Noël et discuta et joua avec moi. Il ne se passe pas un seul Noël sans que je repense à celui-ci. Mes sentiments de peur, de solitude et de frustration s'évanouirent devant la chaleur et la tendresse de cet inconnu. L'un des participants à la formation Carnegie expliquait ce que sourire avait changé dans sa vie. Il expliqua que, après avoir passé 18 ans de mariage à ne sourire que très peu à sa femme, il décida de faire un simple petit changement qui était de chaque matin la saluer le plus aimablement du monde avec un grand sourire sur le visage. Le résultat de ce simple geste leur apporta plus de bonheur en 2 mois qu'une année entière de vie commune avait su le faire. Satisfait et stupéfait du résultat, il décida de le mettre en application partout dans sa vie. Il se mit à sourire aux gardiens, à sourire à ses voisins ou encore à ses collègues de travail. C'est d'ailleurs l'un de ces derniers qui lui expliqua que depuis le début, il le trouvait fort désagréable, mais que seulement depuis peu, il avait changé son avis sur lui. Il disait: quand vous souriez, vous vous humanisez. Les actes en disent plus que les paroles. Le sourire dit: vous me plaisez, votre présence me rend heureux, je suis content de vous voir. Bien sûr, je te parle d'un sourire spontané et sincère qui réchauffe et réconforte, et non pas d'un sourire apprêté et mécanique qui irrite au lieu de plaire et qui est repérable à 1000 lieues. Alors, le changement le plus important que ce simple geste apporta dans la vie de cet homme, ce fut son changement de mentalité. En effet, il remplaça le blâme par les encouragements, il arrêta de critiquer et arrêta d'entretenir les autres de ses désirs et ses problèmes pour s'intéresser sincèrement aux leurs. Alors, arrêter de critiquer et remplacer le blâme par l'encouragement, ce sont 2 principes dont je te parle dans ma vidéo précédente, comment améliorer ses relations avec les autres. Tu dois pouvoir trouver le lien quelque part cliquable dans la vidéo ou alors je te le laisse en description. N'hésite pas à aller la checker une fois que tu as fini celle-ci, je suis sûr qu'elle te plaira. Les compagnies de téléphone de New York incitent tous leurs commerciaux à sourire au téléphone car cela transparaît dans la voix, attire la sympathie et donc facilite les ventes. Avant de changer ton monde extérieur, sourire changera ton monde intérieur. Comme le disait William James, un éminent psychologue de Harvard, l'action semble succéder à la pensée alors qu'en réalité les deux se produisent simultanément. En menant une action qui est sous le contrôle de la volonté, nous avons la possibilité de gouverner indirectement les sentiments qui échappent à son influence. Ainsi, lorsque nous avons perdu la joie, le meilleur moyen de la retrouver, c'est de se comporter comme si elle était déjà en nous. Et que fait une personne qui est heureuse? Elle est souriante et avenante. Ton sourire est le messager de ta bonne volonté. Il réchauffe le cœur de celui qui le reçoit. Lorsque nous nous sentons tendus, un sourire peut nous aider à nous rappeler que le bonheur est néanmoins présent. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer éternellement. Alors demain matin, lorsque tu sortiras de chez toi pour te rendre au travail ou en cours, porte ta tête haute, emplis tes poumons de tout l'air qu'ils peuvent contenir, aspire les rayons du soleil et offre à tous ton sourire. Et si jamais tu croises un homme trop las pour te donner le sien, rappelle-toi que nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Andrew
Andrew Carnegie, l'homme le plus riche de tous les temps aux États-Unis, devait son succès dans les affaires non pas à ses connaissances dans la science de la métallurgie, bien qu'il était surnommé le roi de l'acier, mais à sa capacité à influencer les hommes. Et s'il y a bien quelque chose qu'Andrew Carnegie avait compris, c'était l'importance que le nom d'un homme revêt pour lui. Lorsqu'il voulut obtenir comme client la compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie, il fit construire l'une de ses plus vastes usines sidérurgiques à Pittsburgh et la nomma par le nom du président, Atelier métallurgique J. Edgar Thomson. Lorsqu'il voulut fusionner sa compagnie avec celle de George Pullman pour aboutir à un contrat qui changea la face de l'industrie ferroviaire aux États-Unis, il proposa de la nommer la Pullman Palace Car Company. Andrew Carnegie avait compris le formidable pouvoir d'un nom. C'est l'identité d'une personne, c'est ce qui la rend unique. Les hommes sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de le perpétuer à tout prix. Pendant des siècles, des nobles et dignitaires financèrent des artistes, des musiciens et des écrivains pour que leurs œuvres leur soient dédiées. Les bibliothèques et musées doivent leurs plus riches collections à des personnes qui ne pouvaient supporter la pensée que leur nom disparaîtrait un jour à jamais. Un grand nombre de bâtiments universitaires portent le nom de ceux qui ont dépensé des sommes considérables pour mériter cet honneur. Jim Farley, président du Comité national démocratique, directeur du service des postes des États-Unis et agent électoral lors de l'élection du président Franklin D. Roosevelt, connaissait lui aussi l'importance que le prénom revêt pour une personne qui le porte. Il se disait capable de retenir 50 000 prénoms. Lors de la campagne électorale pour l'élection du président Roosevelt, il visita 20 États pour rencontrer les représentants électoraux de chaque ville. Lorsqu'il revenait, il demandait la liste des prénoms de chaque personne présente lors de ces rencontres et leur envoyait une lettre commençant par leur prénom. Mon cher Bill, mon cher James, mon cher Joe. Les requêtes que nous formulons ou les informations que nous communiquons revêtent une importance particulière lorsque nous saluons par son prénom la personne à qui nous nous adressons. Alors fais comme Napoléon III. Enquiers-toi du prénom de chaque personne que tu rencontres, répète-le toi en associant mentalement sa physiologie avec son prénom, voire écris-le sur une feuille de papier que tu ne jetteras qu'une fois que tu auras gravé dans ton esprit son prénom. Ce principe ainsi que le principe suivant sont complémentaires au premier principe que nous avons étudié dans cette vidéo qui était « Intéresse-toi réellement aux autres ». En effet, c'est en mettant en application les deux principes dont je vais te parler que tu pourras mettre en application le premier que nous avons étudié dans la vidéo. Charles W. Eliot, la personne qui transforma Harvard d'un simple collège provincial en l'université de recherche prominente que nous connaissons aujourd'hui, disait « Pour conquérir la sympathie d'une personne, pour la mettre d'humeur favorable et enfin la rallier à votre cause, il suffit avant tout de lui accorder votre attention exclusive lorsque celle-ci vous parle. » Pour Henry James, considéré comme l'un des plus grands romanciers aux États-Unis, écouter était pour le docteur Eliot une activité. Il raconte: le professeur Eliot semblait écouter autant avec ses yeux qu'avec ses oreilles et réfléchissait à ce que vous aviez à dire au moment où vous l'énonciez. Toute personne qui communiquait avec lui avait l'impression qu'il comprenait tout. Imagine un homme furieux. Il suffit bien souvent d'un auditeur patient et compréhensif qui sache demeurer silencieux alors que le mécontent crache le fiel qui l'étouffe. C'est par l'intervention d'un tel auditeur que la compagnie des téléphones de New York put mettre fin au procès et aux plaintes d'un de leurs clients. En effet, l'un des plus habiles de leurs commerciaux rendit visite 4 fois au client, se contentant d'écouter ses plaintes et d'acquiescer aimablement. Suite à la 4e visite, le client retira tous ses procès et toutes les plaintes contre la compagnie des téléphones et paya toutes ses dettes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, comment améliorer ses relations avec les autres, je te rappelle que le lien est disponible en description, va la checker une fois que tu as fini cette vidéo car elle lui est complémentaire. Le principe le plus profond de la nature de l'homme, c'est le besoin de se sentir important, c'est le besoin de reconnaissance. C'est ce besoin que le client cherchait à combler et c'est ce besoin que le commercial a su utiliser à son avantage en l'écoutant et en validant son point de vue. Julien Detmer, le fondateur d'une des plus importantes entreprises de filature du monde à l'époque, fit de même avec un client mécontent qui refusait de payer l'une de ses factures qu'il considérait comme injustifiée. Le client vint jusqu'au bureau de Monsieur Detmer pour tempester contre lui et lui dire qu'il ne passerait plus jamais commande chez lui. Monsieur Detmer l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, le remercia de s'être déplacé pour lui parler, s'excusa de l'irritation qu'avait provoqué chez lui les réclamations du service comptable, lui promit d'annuler sa dette et lui dit qu'il comprenait ses sentiments et qu'il aurait sans doute agi de la même manière à sa place. Il lui recommanda d'autres entreprises de lainage
voyage car il n'allait plus passer commande chez lui. Et enfin, il l'invita à déjeuner pour que celui-ci puisse lui exposer plus en avant son point de vue. Et bien devine quoi, à la fin du déjeuner, le client paya sa facture, y joignant un mot d'excuse pour le service comptabilité et passa une plus grosse commande qu'habituellement. Il resta client jusqu'à son décès. Chacun d'entre nous s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et à ses problèmes qu'à ceux des autres. C'est pourquoi la personne qui montre un intérêt sincère pour nos désirs et nos problèmes nous paraît si sympathique, alors que celle qui ne parle que des siens nous paraît si antipathique. La personne qui nous montre un réel intérêt comble l'un de nos besoins les plus profonds, qui est le besoin d'être important. C'est pourquoi, si tu veux gagner la sympathie des autres, souviens-toi de ce principe, sache écouter, encourage les autres à parler d'eux-mêmes. Comme nous l'avons vu lors de l'étude du premier principe, l'ancien président Theodore Roosevelt était particulièrement aimé de ses domestiques pour l'importance qu'il leur accordait. Ceux-ci en les appelant par leur prénom, en prenant le temps de répondre à leurs questions, en leur demandant de leurs nouvelles ou encore en les complimentant sincèrement. Dans ce principe, nous apprenons qu'en fait Theodore Roosevelt accordait cette importance à tout le monde. Il était connu en effet pour savoir parler aussi bien aux rustres qu'aux diplomates, aussi bien aux cow-boys qu'aux politiciens. Son secret résidait dans la connaissance de ses hôtes et des sujets de leurs intérêts qu'il étudiait en profondeur avant de les rencontrer. Roosevelt savait que pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il fallait l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. C'est comme cela que l'un des participants aux formations Carnegie, que l'on appellera ici Edward, trouva un poste dans une entreprise alors qu'il venait de s'installer dans une région où les postes n'étaient que très peu nombreux. R.J. Funkhauser, l'un des millionnaires qui possédait de nombreuses entreprises dans cette région, était intéressé par deux choses, le pouvoir et l'argent. C'est ce qu'apprit Edward en interrogeant les employés de la région. Il apprit aussi que celui-ci était très peu abordable, bien à l'abri derrière la sévérité d'une secrétaire dévouée depuis 15 ans. Mais cela ne fit pas peur à Edward qui connaissait le principe. Il alla trouver la secrétaire pour lui expliquer qu'il avait une proposition à faire à son patron qui pourrait se transformer pour lui en succès financier et politique. Il rajouta qu'elle pourrait contribuer à ce succès si elle lui fixait un rendez-vous rapidement, et devine quoi, c'est ce qu'elle fit. Lors de son rendez-vous, Edward exposa comment ses qualifications et ses idées pourraient effectivement se transformer en succès personnel et public pour Monsieur Funkhauser. Et comme nous l'avons vu, ce dernier ne se fit pas prier pour l'engager et le garda comme employé durant 20 ans. Comme tu l'auras remarqué, Edward n'a pas une seule fois parlé de ses désirs et de son intérêt. Et pourtant, il est parvenu à ses fins. Il en fut de même pour l'un des autres participants aux formations Carnegie que nous appellerons Henry et qui souhaitait voir le voyage en Europe de son garçon pour une réunion des scouts financée par le président d'une grande entreprise. Il avait appris que ce dernier avait émis il y a peu un chèque d'1 million de dollars qu'il avait ensuite encadré et affiché dans son bureau. C'est pourquoi lorsqu'il le rencontra, il lui parla d'abord de ce chèque, lui exprimant son admiration pour un si gros chèque et lui demandant les raisons de son émission. Le patron se fit un plaisir de lui raconter et ce n'est que quand il lui demanda le pourquoi de sa venue qu'Henry l'exposa et qu'il fut surpris que celui-ci accepte de suite de financer le voyage, mais de plus lui propose de financer le voyage de ses 4 autres garçons ainsi que le sien. Tu veux augmenter l'influence que tu as sur les autres et améliorer tes relations avec eux, alors souviens-toi de ce principe, parle à ton interlocuteur de ce qui l'intéresse vraiment. Durant des millénaires, les philosophes ont spéculé sur les principes qui régissaient les rapports entre êtres humains. Et toutes leurs études et méditations n'ont abouti qu'à un seul précepte. Celui-ci est aussi vieux que le monde. En effet, Zoroastre l'enseignait déjà aux adorateurs du feu en Perse il y a de cela 3000 ans. Confucius le prêchait en Chine il y a 24 siècles. Lao Tse, le fondateur du taoïsme, l'inculquait à ses disciples dans la vallée de Han. 500 ans avant Jésus-Christ, Bouddha le proclamait sur les rives du Gange sacré et les livres saints de l'hindouisme le mentionnaient déjà 1000 ans avant lui. Quelque temps plus tard, Jésus le prêcha parmi les collines pierreuses de Judée. Il résuma en une phrase cette règle qui est sans doute la plus importante du monde. Agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi. Tu
Tu tiens à l'estime de ceux qui t'entourent. Tu désires que l'on rende justice à tes mérites. Il t'est doux de te sentir important dans ta sphère. Tu détestes les lourdes flatteries, mais tu as faim d'éloges sincères. Tu aimerais être honoré, encouragé et complimenté. Eh bien, figure-toi que nous le souhaiterions tous. C'est pourquoi, tel que le dit l'auteur, obéissons à la loi de l'écriture et donnons aux autres ce que nous voudrions recevoir d'eux. Souviens-toi de ceci. Chaque homme que tu rencontres se croit supérieur à toi de quelque manière. Si tu veux trouver le chemin de son cœur, alors prouve-lui subtilement que tu reconnais sincèrement son importance. Et souviens-toi des paroles d'Emerson, le fameux philosophe américain. Chaque homme m'est supérieur de quelque manière et je m'instruis auprès de lui. Tous les principes que nous avons vus précédemment nous mènent à celui-ci. Ils sont sa mise en pratique. Tous les exemples de mise en pratique des principes précédents valent aussi pour celui-ci. C'est la fin du deuxième chapitre de comment se faire des amis et influencer les gens. Tu y as appris 6 moyens de gagner la sympathie des autres. La prochaine vidéo portera sur le troisième chapitre qui traitera de 12 moyens de rallier les autres à ton point de vue. Je te laisserai le lien en description où tu pourras le cliquer à la fin de cette vidéo. Ce que je te propose pour conclure, c'est de faire un récap des principes que nous avons vus. 1. Intéresse-toi sincèrement aux autres. 2. Aie le sourire. 3. Le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. 4. Encourage les autres à parler d'eux-mêmes. 5. Parle à ton interlocuteur de ce qui l'intéresse vraiment. Et 6. Fais sentir aux autres leur importance et fais-le sincèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Ça m'aidera énormément. Si tu ne t'es pas encore abonné, bien sûr, vas-y, fais-le maintenant. Active la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!